L'interview matinale, première partie ce matin. Mon invité, Jean-Marc Laurent. Jean-Marc, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ah ben, merci, ça va, j'ai pas l'habitude. Ah bah le matin, moi je suis en forme, hein. D'habitude, on me demande pas comment ça va, ça me touche, merci. Bah, justement, oh là là, bon, sérieusement. Tu es là avec nous aujourd'hui parce que pour nous parler d'un sujet qui est pas forcément un peu délicat en fait, qui est pas forcément très doux, qui concerne ta plus jeune fille, Margot. Oui, Margot a 16 ans aujourd'hui et en fait elle souffre de multiples troubles neurodéveloppementaux qu'on appelle les troubles 10, dysphasie, dyslexie, dyspraxie et tout ce qui s'ensuit, ainsi qu'une déficience et ne se repère pas dans l'espace. Et cela est potentiellement dû donc à la prise d'un médicament qui s'appelle la dépakine. Alors, la dépakine, c'est-à-dire qu'elle a pris un médicament dans sa jeunesse? Alors non, justement, ce qui fait que je voulais absolument, et je témoigne en ce moment à travers différents médias, et merci de me recevoir, c'est que la dépakine, c'est moi qui l'ai prise. C'est un médicament contre l'épilepsie, épilepsie que je n'ai pas de naissance, mais suite à un accident, et qui est un médicament à base de ce que la molécule s'appelle le valproate de sodium. Voilà, et c'est ce valproate et qui, depuis quelques années, pose problème. En tout cas, des scientifiques se penchent dessus et nous, les pères qui avons des enfants avec des troubles identiques à ceux de Margot, ainsi que d'autres troubles, hein, il peut y avoir des malformations, de l'autisme, etc. On se pose des questions, on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi nous, tous, avec de la dépakine, avons des enfants comme ça? On a commencé à fouiller, bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé plus que ça n'aurait dû, en fait. Il y a eu un moment, on va dire, dans les statistiques où tiens, Oui, il y a quelque en chose qui se fait, passe. voilà, il y a quelque chose qui se passe. En fait, si on se retourne vers les années précédentes et qu'on regarde les ravages de la dépakine prise par les femmes Oui. et les naissances d'enfants avec multiples malformations et autres handicaps, eh bien, le problème a été reconnu officiellement après un long combat de la part d'une lanceuse d'alerte qui s'appelle Marine Martin et qui est la présidente de l'APESAC. Les mères ont été reconnues donc victimes ainsi que leurs enfants avec la prise de ce médicament. Tu parles des mères qui sont reconnues victimes. Ça me fait penser à ce que tu vis toi-même. C'est-à-dire, oui, il y a quand même, à un moment donné, dans la prise de ce médicament, on se dit, j'ai pris quelque chose pour aller bien, parce que je souffre de crise d'épilepsie, et c'est déjà une pathologie au quotidien qui est assez lourde. Mhm. Et ce que j'ai fait là a fait du mal à mon enfant. Pour une mère, pour un père, ça doit être quelque chose de compliqué d'avoir l'État qui reconnaît un moment que non, vous êtes aussi victime de ça. J'imagine que c'est important. Oui, parce que quand j'ai entendu et que j'ai vu que cette dépakine causait tous ces méfaits pour la génération à venir, je me suis dit, bah nous les pères, enfin en tout cas moi père, maintenant je vois que fille a des problèmes, on a commencé à consulter, etc. J'ai culpabilisé. Cette culpabilité d'avoir transmis des handicaps qu'elle n'aurait sûrement pas eu si je n'avais pas cette molécule. En tout cas, je ne devrais pas culpabiliser, puisque je le prenais pour ne plus faire de crise d'épilepsie. C'est un médicament. Mais évidemment, en la voyant grandir et faire ou ne pas faire ce qu'elle aurait dû faire si je n'avais pas ce médicament, ça me touche énormément. J'ai arrêté mon métier pour cela et je combats aujourd'hui pour prévenir les futurs papas qui seraient sous ce médicament. Tu as arrêté ton métier, oui, parce qu'on n'a pas fait les présentations, mais à la base, tu viens d'un métier où c'est plutôt toi qui es de l'autre côté du micro, qui tient l'autre micro, puisque tu viens de la radio, tu es au tout départ, tu es un homme de radio. Oui, j'ai fait 30 ans quand même dans l'audiovisuel. J'ai fait partie de l'équipe pionnière d'une radio
très connu en France, qui s'appelle Radio Énergie, donc qui est un groupe maintenant monumental, coté en bourse et tout. Et j'ai après fait d'autres médias tels que Radio France, le groupe Radio France. J'ai travaillé à TF1 aussi. J'ai présenté le loto pendant des années, le tapis vert et différentes chroniques sur le service public. Donc c'est vrai que pendant des années, ce métier que j'aimais énormément avec cette passion, parce que tout comme toi, pour la radio, moi ça a été pareil. Quand on a vécu le phénomène de société qu'ont été les radios libres, on a ça dans le sang. Enfin, moi, je voulais faire ça depuis tout petit. Et l'âge de 5-6 ans, fallait que je sois dans ces métiers. Donc, évidemment, je me suis lancé dedans. Et quand on arrête à un moment donné, moi, ça a été en 2016, pour se retourner sur sa vie, ce qu'on a pu faire ou ne pas faire, mais qu'on a des enfants. J'ai 2 filles, une plus grande qui n'a aucun, Héloïse, qui n'a aucun souci, et puis une qui a été impactée, donc potentiellement par ce valproate. Je me suis dit, j'arrête mon métier. Et puis, c'est quoi la vie d'un homme sur Terre? C'est d'abord, c'est trop court, très court. Et il faut faire quoi? Il faut essayer de se rendre le plus proche et le plus aidant possible. En 2016, à ce moment-là, ta fille a 7 ans à peu près, c'est ça? Elle est née en 2008, oui, et donc ça lui faisait 8 ans. 8 ans. Mais il y avait déjà les troubles qu'on avait identifiés avant. Parce que comment est-ce qu'ils se sont signalés, ces troubles, au départ? Alors, les instits sont fabuleuses. Enfin, je dis fabuleuses parce qu'il y avait beaucoup d'institutrices autour de Margot. Et ce sont elles qui nous ont alertés sur des problématiques de praxie, pour tenir les crayons, pour dessiner. Elle n'avait pas d'équilibre. Et en fait, elle avait un retard par rapport aux autres. Mais pas un petit retard de 6 mois, 8 mois, mais plutôt des retards qui se creusaient, quoi. Donc là, on a commencé à faire le tour de tas de médecins pour qu'on identifie ce qu'elle avait. Et c'est vrai que, pour donner un exemple, quand Margot avait 6 ans, 7 ans, pour lui apprendre à faire de la balançoire, chose qu'un enfant va faire très rapidement, hein, pour trouver comment on se balance avec les jambes. Voilà. Oui. Non, Margot, j'ai mis 2 ans. 2 ans pour qu'elle comprenne dans sa tête, donc pour qu'elle mémorise un geste que le cerveau ne lui envoyait pas naturellement, qu'il faut avancer, reculer les jambes. Bon, maintenant, elle le sait, hein, si elle voit une balançoire. Si elle est sur un banc, par exemple, je lui disais, saute, Margot, saute. Elle sautait, mais elle se laissait tomber. Il n'y avait pas de réception. Et il a fallu apprendre que ton cerveau te donne pas l'indication maintenant, donc c'est quand même grave. On va faire des contournements et on va apprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a c'est une autre méthode pour apprendre, du coup, Oui, mais enfin, c'est une méthode il n'y a pas de méthode. C'est moi qui, à force, voilà, c'est la répétition. Pour faire un chemin, voilà, c'est pareil pour se repérer au collège, au lycée. Une fois qu'elle va mémoriser 3, 4, 5 fois le chemin, devant, elle va mettre 5 fois plus de temps qu'un autre, quoi, parce que pour elle, voilà, monter un escalier, aller à droite, à gauche, tout ça, ça devient compliqué. Oui, on sort largement de la petite particularité. Voilà, j'ai des copains, j'ai même une ex-femme, on lui dit à gauche, elle va à droite. Mais c'est une boutade, ça devient. Là, c'est carrément un ensemble. Là, c'est un millefeuille. Ouais, c'est ça en fait. C'est le côté millefeuille en plus de ça, plus ça, plus ça qui. Comment elle a 16 ans aujourd'hui? Elle a 16 ans et ce fameux millefeuille de handicap invisible, parce qu'on les appelle comme ça, ouais. Troubles neurodéveloppementaux, troubles cognitifs, handicap invisible. Ce millefeuille-là, il est en plus surchargé par une jolie crème au-dessus, celle de l'adolescence. Et justement, on arrive à la fin de la première partie de l'interview. Si tu veux bien, on fait une pause, on va continuer à parler de Margot et de ton engagement au quotidien avec cette association notamment fondée par Marine Martin, au milieu des années 2000-2011, dans laquelle toi aussi tu t'investis, oui, à travers l'APESAC, donc à travers cette branche de Papa Dépakine. Voilà, où je suis nommé délégué Papa Dépakine. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Jean-Marc Laurent. Jean-Marc, on en parlait à la fin de la première partie. Si tu es ici aujourd'hui, c'est pas pour échanger avec moi des bons souvenirs autour de la radio et de ces bons moments que nous passons à parcourir parfois le pays, comme tu l'as fait,
pour animer des matinales, c'est ça, sur le groupe Radio France, par exemple? Oui, entre autres, oui, connaître un peu le tissu économique de toutes nos belles régions, voilà. Donc c'est vrai que Radio France m'a apporté beaucoup là-dessus, hein. Et j'aimerais qu'on en parle d'ailleurs parce que donc en 2016, tu décides d'arrêter ton métier en fait pour te consacrer à ta fille Margot qui aujourd'hui a 16 ans et qui souffre de troubles 10 en fait. Mhm. Alors c'est pas un nombre, c'est tous ces troubles qu'on nomme. Le plus connu, c'est la dyslexie en Exact. fait. Oui. Et il y a aussi cette difficulté du gauche-droite, cette difficulté à coordonner ses mouvements. Oui. Alors les troubles 10, bah, eh ben, je trouve que de plus en plus, on entend parler d'ailleurs de ces troubles, hein. Alors, la dyslexie, c'est connu. On en sourit même parfois, comme tu le disais tout à l'heure. On peut, sur une anecdote que tu me racontais, on peut dire ah ouais, toi t'es 10, donc bon, avec un petit clin d'œil. Mais en fait, les gens souffrent, hein, quand même intérieurement parce qu'ils prennent énormément de contournements pour arriver à lire ou à comprendre les choses. Voilà. Donc, il y a la dyspraxie, c'est tout ce qui est avec la main, la praxie en fait, hein, prendre les choses, tenir. Bah, la dyspraxie pour Margot, c'est le gros problème, c'est par exemple prendre un verre. Quand elle était jeune, c'est régulier ça. Elle prend un verre pour boire de l'eau, mais elle sent pas sa force. Et bing, je te mets le verre dans les dents et le, Ah ouais. le verre se casse dans la bouche. Ah oui, Parce d'accord. que c'est de la Oui, on a au-delà de la du maladroit, maladresse, quoi. et ça la met aussi en danger, Ah oui. elle se blesse. Voilà, c'est ça. C'est un des exemples. Tenir un stylo pour écrire, on va dire, pour apprendre à bien écrire et tout. Alors là, c'est archi compliqué, hein. Aujourd'hui, elle a 16 ans, elle écrit comme un enfant de 7 ans, hein, 8 ans, avec les fautes d'orthographe. Bon, euh, c'est ça. Et puis c'est fatigant pour eux. Ils ont comme on peut avoir des douleurs à un certain âge dans les phalanges, par exemple, bah pour eux, ça leur fait très mal aussi d'écrire assez Ils sont longtemps. obligés d'intensifier l'effort musculaire, la C'est ça. concentration. Ouais, ouais. C'est une version plus 10 de je suis droitier, j'essaie d'écrire dans la main gauche. Ben, imaginez Ouais. ça, mais en plus 10, c'est obligé. En fait. Et que ce soit la main gauche ou droite, de toute façon, c'est le même calvaire, en fait. Et puis là, oui, et puis il y a la dysphasie. La dysphasie, il y a que 1% dans la population, c'est le plus bas. 1% de la population dysphasique, c'est les troubles pour pouvoir bien articuler, comprendre les syllabes, ne pas parler trop vite, bouffer ses syllabes et donner un autre son quand on doit dire koala, c'est pas clola ou voilà. Donc, et ça, c'est un travail de rééducation en permanence. Elle consulte des orthophonistes, des psychomoteurs, motriciens, des psychologues. Enfin, voilà. En fait, c'est une vie qui change, hein, dès qu'on a un enfant handicapé. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté mon métier pour me consacrer et pour que ma femme continue à travailler. Elle a 12 ans de moins que moi, donc à travailler et à s'épanouir, elle, et à s'occuper aussi de notre grande qui fait des grandes études. Et qui va bientôt révolutionner l'industrie du luxe, je crois, et notamment la communication. Elle a deux, trois idées, là. Voilà. Oui, oui. À travers ISG Luxury, oui. Que donc ce handicap aujourd'hui, il semblerait, et de plus en plus d'études le corroborent, qu'il soit lié, comme tu le disais dans la première partie, à la prise de d'épakine, qui est donc un traitement antiépileptique au départ. Il y a eu des alertes plusieurs fois, et là récemment une étude est sortie faite entre trois pays nordiques. Donc on avait le Danemark, la Suède et la Norvège. Une étude qui a été commanditée par l'Agence européenne du médicament, d'ailleurs, qui compare les enfants dont le père était traité au valproate, donc la molécule dans les Oui. dépakines, avec d'autres qui prenaient d'autres antiépileptiques. Et effectivement, il y a plus que des indices sur l'impact C'est de ça, il y a un cette écart molécule. important, hein, 6%, on dit la barre haute 6% dans cette étude par rapport au valproate, entre 1,5, 2%, 3%, je crois, avec un autre médicament. Donc la nécessité, et l'agence du médicament a lancé aussi le communiqué, a alerté il y a plusieurs mois sur le fait qu'il faut absolument que les médecins parlent avec le père et trouvent une alternative à ce traitement avant de pouvoir concevoir une descendance. Oui, parce que on n'est pas condamné. Non, Si a priori, il semblerait que si on arrête le traitement quelques mois, 3 mois même, juste avant de commencer à voilà. concevoir, Et euh, c'est ce qui se dit, donc il faut arrêter le médicament et donc trouver une alternative, hein.
3 mois avant de pouvoir concevoir. Ça veut dire aussi peut-être pouvoir se protéger Pour pour éviter les... éviter tout dépassement. Et puis, il faut aussi dire, et ça on y pense moins, mais il faut le signaler, il faut pas faire de don de sperme, Ah oui, bah oui. par exemple. Oui, parce Donc, que sinon, c'est ça. On ne sait jamais, hein. Alors, voilà, tout ça est très important. Et le jeune père pense pas forcément à ça. Malheureusement, maintenant, il y a les alertes. Il va falloir remplir. Il y a un protocole qui a été qui est fait. Le premier spécialiste neurologue donne la dépakine s'il y a besoin de dépakine. Ensuite, le généraliste va pouvoir faire l'ordonnance. Le pharmacien aura aussi son côté à jouer en information et en vérifiant bien que tout a été compris par le patient sur les potentiels risques dus au valproate et s'il doit arrêter, bah, tout sera précisé et il y aura un suivi médical, hein, mais ça c'est hyper important. quelle est la position des labos maintenant que les études sortent? J'imagine qu'il y a une écoute. Ils sont Ah, réceptifs à ça? bah, les laboratoires, en fait, ce qu'il faut, c'est que pour l'instant les choses petit à petit émergent, mais rien n'est encore réellement dit par le laboratoire principal, Sanofi. Hmm. Donc, évidemment, mais ils ont fait la même chose pour les femmes, hein, cacher sous le paillasson un petit peu ce qui va pas trop, et un jour ça va exploser. Donc il faut que oui, qu'il y ait un regard et une justice pour ceux qui malheureusement une justice pour ceux qui empoisonnent et puis surtout une reconnaissance pour ceux qui ont été empoisonnés ou leurs descendants, quoi. Oui, parce que c'est ce qu'on disait dans la première partie, quand les femmes ont été reconnues victimes avec Mm. leurs enfants, c'est important vraiment de recentrer en fait la responsabilité. Quand on souffre d'une pathologie, on fait confiance à une chaîne de décision qui vont donc des labos qui mettent au point les molécules avec des tests et des rigueurs. Et il ne s'agit pas de dire les labos sont des grands méchants. Non. C'est une science tellement complexe. On est presque dans l'alchimie, la magie parfois. Enfin, on doit imaginer que c'est pour ça qu'il y a autant de garde-fous, mais toute cette chaîne de responsabilité jusqu'au médecin qui prescrit euh, doit prendre aussi cette responsabilité si à un moment on lui dit attention, c'est pour pouvoir libérer, alléger déjà un fardeau en Ouais. fait des parents qui ont pour l'instant cette seule responsabilité à porter en fait. Et dans ton engagement, donc ça fait maintenant 9 ans que tu t'occupes de ta fille. Tu t'engages avec le nom La Pézac. la PESAC. Ouais. Tu t'engages, ça fait combien de temps cet engagement avec la PESAC? C'est plus récent. Alors la Pézac, je les avais contactés au tout début du scandale par rapport aux femmes, mais je me suis dit mais attention, moi je suis un homme, y a-t-il un risque? Il n'y avait aucune communication, aucune information. Et Marine Martin à l'époque m'avait répondu bah non, on sait pas. Nous pour l'instant on s'occupe déjà des femmes, il y a Oui, aucun voilà. Les années sont passées. déjà un gros dossier. Oui, les années sont passées et maintenant donc on parle des hommes. Et d'ailleurs, il est demandé par l'Assemblée nationale et plusieurs députés de faire une proposition de résolution pour que les pères puissent être indemnisés à travers l'ONIAM, qui est l'Office national de l'indemnisation pour les accidents médicaux, en fait. D'accord. Voilà, parce que les femmes le sont, mais pas les pères. Donc, s'il y avait déjà ça, c'est ça une reconnaissance. Oui, voilà, Et l'indemnisation, c'est avant tout une reconnaissance de dire, OK, on sait qu'on a fait quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire maintenant pour vous? Voilà. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut faire concrètement, c'est ce que tu fais ici C'est dans cette alerter. interview, c'est-à-dire informer. C'est Informer, alerter, alerter. dire au père, enfin moi c'est mon rôle à travers la PESAC en tant que papa des Paquines, puisque je suis le délégué, de recueillir aussi leurs témoignages, que eux doivent ne plus avoir peur de dire qu'ils sont, je sais que c'est pas facile, hein, mais qu'ils sont sous des paquines ou qu'ils sont épileptiques avec cette molécule du valproate. Parce que plus ils seront nombreux, plus il y aura du poids, plus il y aura un écho, un retentissement, et plus la population le saura. Parce que comme tu le sais, Mathieu, eh bien, plus on répète un message,
plus ça tombe dans l'oreille du kidam. Oui, Ah, de toute façon, voilà. Et puis on se dit, ah bah tiens, lui il en a parlé, lui il en a parlé, il y a peut-être quelque chose. Oui. Et en attendant, voilà, ce que tu dis, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie, mais ce que tu dis, c'est ça, c'est n'ayez pas peur. Si vous allez, tu parlais des dons de sperme, voilà un sujet un peu embarrassant, mais si vous donnez votre sperme, qu'on vous pose des questions sur vos traitements médicaux, bah, c'est important de répondre réellement ce que vous prenez, parce que vous, bah, là, vous participez à faire du bien en identifiant ou pas la possibilité. Et même, je dirais qu'il faut aussi, alors, vis-à-vis des assurances, hein, ça c'est quelque chose de, voilà, vis-à-vis des assurances quand on achète quelque chose, des fois on se dit, oh bah, je vais pas dire ça parce que après tout, pourquoi, ça va me pénaliser, etc. Non, non, il faut le dire, ça va pas énormément pénaliser, mais il faut le dire parce que le jour où vous entrez en procès face à un laboratoire qui, de toute façon, a une armada d'avocats ou va essayer de vous écraser, on va vous demander de tout retrouver. Si vous n'avez pas dit telle année, juste avant la naissance de votre enfant ou autre, que vous aviez ce médicament, où sont les preuves? Et là, le système n'hésitera pas à s'en saisir. Oui, il faut tout garder, en fait. L'honnêteté, ça paye Ça toujours paye. à la fin. Ouais, c'est ça. Je te disais, on arrive déjà à la fin de la première partie. Si un père ou une mère ou même quelqu'un a envie de rentrer en contact avec la PESAC pour poser des questions, pour partager un témoignage, une situation, est-ce qu'il y a des coordonnées, un téléphone peut-être? Oui, alors il faut contacter le 01 76 54 01 34 et la PESAC, donc l'acronyme en fait c'est l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci beaucoup de m'avoir reçu.